Je suis en Amérique du Sud. Je suis à la recherche de 3 spécimens très rares qui sont complètement méconnus. Et les 3 viennent en différentes couleurs. Je viens de les remarquer. Elles ne pourront pas faire de bruit du tout. Car sinon on pourrait leur faire peur et ils pourraient s'envoler. On a ici la boîte verte. Tombe des archéologistes. Et juste en dessous, on a la boîte bleue. Cette boîte, c'est le 4 juillet. Je dois essayer de les obtenir le plus rapidement possible. Je l'ai attrapé. L'autre sera beaucoup plus difficile. Je l'ai attrapé. Il me manque plus que la boîte turquoise. Le dernier appel. Devrais-je rester ici encore très longtemps? Il commence à faire chaud. Et je n'ai plus de vivres du tout. Je pense pas vous apprendre quoi que ce soit en vous disant que l'industrie du jeu nous catapulte de milliers de nouveautés à chaque année. Et malheureusement, ça fait en sorte que des fois, on est tellement accaparé par le buzz du moment, le jeu qui fait du bruit, que l'on passe par-dessus des petites perles. Et je crois que Sherlock était une des petites perles de 2018. Je serais même prêt à dire qu'il fait partie de mon top 10 des jeux joués dans cette année-là. Sherlock Q-Line nous vient d'une compagnie qui se nomme GDM Games. Et cette compagnie a produit un jeu qui, selon moi, est brillant à l'os. Le jeu est très simple, mais offre un challenge mental vraiment impressionnant au niveau de l'investigation qu'il faut faire. Et c'est un jeu qui est super simple à apprendre, à comprendre, à installer. On peut jouer à ça avec tout plein de types de joueurs, des joueurs expérimentés comme des nouveaux joueurs, comme des gens qui ne jouent pas du tout à du jeu de société. On peut jouer à ça dans un chalet, dans un salon proche du feu, ou encore sur sa table de jeux de société. Et ça se joue de 1 à 8 joueurs et ça ne dure que 60 minutes. La raison pour laquelle je dis que ce jeu-là est brillant, c'est qu'on va avoir un scénario qui va nous faire penser un petit peu à Sherlock Holmes Détective Conseil, mais avec une restriction au niveau de la divulgation de l'information, dans le sens où est-ce que je vais avoir des cartes dans mes mains et un peu comme à la The Game ou de même, je ne peux pas divulguer l'information qu'il y a sur celle-ci, mis à part quelques petites brides. On voit des informations et les joueurs nous disent « Ah, je joue cette carte-là, c'est super important parce que je veux savoir qu'est-ce qui est écrit dessus. » Je suis sûr certain que c'est très pertinent. Finalement, ce n'est pas tout à fait ou le joueur ne s'attendait pas du tout à avoir ce genre d'informations-là. Dans chaque boîte de Sherlock Q-Line, on va recevoir le pamphlet des règles, mais aussi un petit paquet de cartes. Il va y avoir environ une trentaine de celles-ci. On va recevoir une carte qui va nous indiquer la mise en place spécifique pour ce scénario-là. Comme par exemple, si j'ai la tombe des archéologistes, mais admettons qu'on avait un scénario imaginaire qui est où est passée la boîte dernier appel que Vince n'a pas. Et sur ce scénario-là, on me dirait, ben, place la carte numéro 1 sur la table face ouverte pour que tout le monde puisse la voir. Et sur cette carte-là, on aurait une image de moi, par exemple, qui est devant la caméra et qui me manque la boîte dernier appel. Les joueurs vont lire tous ensemble la mise en situation de ce scénario-là. Vince n'a pas la boîte dernier appel. Que se passe-t-il? Il y en aurait eu besoin pour filmer la critique de Sherlock, mais il ne l'a pas. Probablement que quelqu'un est passé chez lui pour y voler. Il est en rénovation chez lui, etc. Et on va mélanger toutes les cartes. Et une fois que c'est fait, on va donner un certain nombre de cartes, comme par exemple dans ce scénario-là imaginaire, on donnerait 3 cartes à tous les joueurs et maintenant les joueurs sont prêts à commencer la partie. Pendant ton tour, eh bien, tu pourras jouer une carte de 2 différentes manières. La première, ce serait de jouer la carte face ouverte pour que tout le monde puisse voir l'information qu'il y a sur celle-ci. Je vais le mettre face cachée pour éviter de te donner des spoilers. La deuxième manière de jouer une carte, ce serait de la jouer face cachée. Comme ça, personne ne pourrait voir ce qu'il y a sur celle-ci et tu devras t'en rappeler jusqu'à la fin de la partie. Pourquoi est-ce que je voudrais jouer une carte face cachée comme ça? Eh bien, c'est parce qu'on a une restriction qui vient des règles qui indique qu'il faut au minimum 6 cartes de défausser à la fin de la partie. Mais aussi, à la fin, complètement du jeu, lorsque l'on va calculer les points, eh bien, toutes les cartes qui vont être face ouverte et qui sont considérées comme étant non pertinentes pour la résolution de l'enquête vont nous faire perdre 1 point. Et on veut avoir le plus de points possible parce que le jeu nous évalue sur 20 points et si on obtient 20 points, on est niveau Sherlock Holmes. It's over 9,000! 9,000! Et plus qu'on diminue
dans notre score final, eh bien, plus qu'on s'éloigne de Sherlock Holmes, puis notre but dans la vie, hein, quand on joue à des jeux d'investigation, c'est tout le temps de ressembler à Sherlock Holmes. Maintenant, tu te demandes, ben là, je vais juste simplement donner l'information bien ouverte à tout le monde autour de la table, puis on va juste essayer de se rappeler collectivement de l'information, puis on va scorer 20 points. Et c'est là que le jeu devient super intéressant et compliqué à la fois. Parce que sur tes cartes, tu auras soit une image qui sera accompagnée d'un encadré avec un trombone, ou encore un texte rempli d'informations pertinente ou pas pertinente, dépendamment de ce qui est écrit. Et la twist intéressante dans la communication de ce jeu-là, eh bien, c'est que les joueurs ne pourront divulguer aucune information sur l'image, seulement dire le nom de l'image, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dans l'encadré avec un trombone. Par exemple, si j'avais la chambre de jeu à Vince, et que l'image, c'est une chambre de jeu qui est en rénovation parce que je suis en réno chez nous, puis c'est l'enfer, c'est le bordel total là-dedans, je pourrais pas dire toute cette information-là. Les joueurs devraient m'indiquer si c'est pertinent ou non que je mette cette information-là ouvert à tous ou que je la défausse parce qu'on pense que c'est pas pertinent. Si j'ai un texte sur ma carte, les seuls mots que je pourrais divulguer sont ceux qui sont soulignés. Si j'avais une carte, par exemple, qui me disait 27 décembre, Vince, Québec, je pourrais juste dire ça aux gens autour de la table. Est-ce que c'est pertinent ou non? C'est pas vraiment pertinent, donc on va la mettre de côté. Essaye de te retenir l'information qu'il y a là-dessus. Je pige une nouvelle carte, et ainsi de suite. Donc c'est là que la beauté du jeu vient, c'est vraiment dans l'interprétation que les joueurs font de ce que tu leur dis, mais aussi dans ce qu'ils possèdent dans leurs mains, pour être capable de se rappeler de l'information, mais aussi pour être capable de connecter toutes les différentes cartes ensemble. On réussit à créer une atmosphère de doute, de communication, mais de coopération très organique, et ce seulement grâce à un petit paquet de cartes et des règles qui ne tiennent que sur un petit bout de papier comme ça. Une fois que le paquet de cartes est terminé, qu'on a placé toutes les cartes soit face cachée, soit face ouverte, eh bien on tombe à la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire la discussion autour de la table sur qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on tombe dans une partie qui est, selon moi, la plus intéressante du jeu, la plus vivante, parce que chaque joueur va partager son hypothèse sur la situation, dépendamment de quelles cartes ils avaient dans leurs mains, ou encore les cartes qu'ils ont défaussées. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que les joueurs qui ont défaussé les cartes pourraient divulguer qu'est-ce qu'il y avait sur celle-ci. Par exemple, moi, ce que je pourrais faire, c'est dire, la carte que j'avais, qui était marquée le 27 décembre, JP, Vincent puis Sylvain se sont rencontrés à Québec pour discuter de la chaîne et sont allés manger à la cage au sport. Et là, tranquillement, pas vite, on commence à imbriquer les différentes pièces de casse-tête ensemble. On commence vraiment à placer toutes les choses pour commencer à comprendre le big picture, hein, l'ensemble de la situation. Et une fois que les joueurs semblent être prêts à faire face aux différentes questions, eh bien là, on va ouvrir la deuxième partie des règlements et on va regarder les questions. Chacune des questions va nous dicter des choix. Donc, par exemple, qui a le jeu, le dernier appel? A. Sylvain. B. Vincent. C. JP. D. La mère de Vincent. Mais là, nous autres, on répondrait quelque chose en considération de ce qu'on a vu, de ce qu'on a compris par rapport à l'investigation. Et on va aller ainsi de suite par rapport aux différentes questions. Et par la suite, on va ouvrir le pamphlet. Et là, on va avoir toute la situation qui nous est expliquée en détail sur qu'est-ce qui s'est passé, sur quelle carte qui nous donnait cette information-là. On va avoir les points considérant les bonnes réponses que l'on a données. Chaque bonne réponse nous vaudra 2 points. Il y a 10 questions. Donc, si on a les 10 questions correctement, on a 20 points. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on va vérifier toutes les cartes que la réponse globale nous dicte comme étant impertinente et on va perdre 1 point pour chacune de ces cartes que l'on a mis face ouverte à tous. Et voilà, on vient de compléter un scénario de Sherlock Q-Line. Ce qui me déçoit le plus de Sherlock Q-Line, c'est qu'il y a seulement 3 scénarios et j'ai fait les 3 scénarios. Et malheureusement, une fois que tu as terminé un scénario, eh bien,
il est terminé. C'est des jeux que l'on appelle jetables. Mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement bien ficelé. J'aime le fait que les règles soient simples et efficaces, droit au but. J'aime la partie où est-ce que l'on va discuter avec les autres joueurs de ce qu'on croit qui s'est passé et qu'on arrive tous avec nos hypothèses un peu farfelues parce qu'au final, il nous manquait un peu d'informations sur qu'est-ce que les autres joueurs avaient comme carte, sur qu'est-ce que les autres joueurs possédaient. Des fois, on défausse des cartes, puis là, on essaie de s'en rappeler, on a de la difficulté. Ou encore, des fois, on a des éclairs de génie parce qu'on se dit « Ah non, cette carte-là, il ne fallait pas la défausser parce qu'elle était super importante. » Et c'est là que le jeu prend vie parce qu'on réussit à communiquer puis à créer une coopération qui est, comme je l'ai dit tantôt, organique. D'ailleurs, j'ai joué à ce jeu-là avec plusieurs niveaux de joueurs, c'est-à-dire des gens qui ne jouent pas vraiment souvent, des joueurs plus expérimentés, puis des gamers, puis la plupart d'entre eux ont tous apprécié l'expérience. Même ceux qui n'aiment pas habituellement ce genre de jeu-là, c'est vraiment une belle perle qui, je crois, va vraiment plaire à beaucoup d'entre vous. Sérieusement, allez voir, lire davantage là-dessus. Distribution d'août s'en vient avec une version française. Alors voilà, j'aimerais d'abord remercier GDM Games. Muchos gracias para los ruegos, me gusto mucho, Sherlock. Et j'espère que vous allez apprécier autant que je l'ai apprécié ce jeu-là. N'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut, de liker notre page Facebook, t'abonner à notre Instagram ou sur notre chaîne YouTube. On produit beaucoup de contenu. Alors voilà, sur ce, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon joueur!